M. Ndala Wandala, qui est vice-président de l'APARECO. C'est l'APARECO qui nous a invités. Il voulait que des personnes, des journalistes de Belgique puissent l'interviewer. Et ils ont choisi M. Cheikh Fita et moi-même, Pat Thomas, pour faire cet exercice. Nous sommes très heureux de recevoir ici chez nous en Belgique M. Ndala Wandala, qui est donc le vice-président de l'APARECO, Cheikh Fita et moi-même. Nous allons conduire cet entretien qu'il veut bien nous accorder. Monsieur Ndala Wandala, bonjour. Vous arrivez à un moment crucial ici en Belgique. La représentation de votre alliance, de votre parti, l'APARECO, vient, d'après des nouvelles qui nous sont arrivées, de perdre un éminent, en tout cas ici en Belgique, M. Paul Akanga. L'information ne vous est pas encore tout à fait confirmée, vous faites bien d'être là, mais déjà, un peu avant M. Paul Akanga, il y avait M. Mapessa qui représentait aussi cette organisation ici en Belgique, qui a quitté, semble-t-il, l'Alliance. Qu'en est-il? Ça semble fuir de partout. Quel est l'état de santé mentale, physique aussi, de l'APARECO? L'APARECO se porte bien. Toutes les questions que vous avez posées participent de la vie normale de tout mouvement politique. Les gens sont libres d'adhérer ou de quitter un mouvement politique. Pour nous, ce n'est pas un événement extraordinaire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous observerez que dans l'espace politique congolais, c'est une habitude parce que vous savez, il y a peu de gens qui font la politique par des convictions. On ne se lance pas en politique en se réveillant un bon matin et c'est dire politique. Il faut des convictions fortes. Mais malheureusement, peu de gens ont ce genre de convictions chez nous. Voilà. Juste avant peut-être de laisser la parole à M. Cheikh Fita, on peut peut-être le dire pour M. Mapessa, mais pour Paul Akanga, ce serait ne pas, comment dirais-je, le considérer en tant que tel, parce que c'est un monsieur, d'après en tout cas nous observateurs ici à Bruxelles, c'était un assidu de l'APARECO. Il était presque au four et au moulin ici en Belgique, on l'a vu partout. Et donc si M. Paul Akanga décide de s'en aller, je ne sais pas quelle raison il avance et comment est-ce que l'APARECO interprète ça politiquement, ces départs, parce que depuis le début de l'année, on se rend compte quand même que beaucoup de grosses personnalités de l'organisation s'en vont. En général, ils ne disent pas grand-chose, mais ils s'en vont quand même. Ça, c'est pas inquiétant d'après ce que vous êtes en train de me dire? Pas du tout, ce n'est pas inquiétant. L'APARECO se porte bien. L'APARECO continue son bout de chemin. Et l'APARECO existera toujours. Vous savez, personne n'est indispensable. La seule chose qui est indispensable, c'est le Congo. Voyez-vous, pour certains, je ne vais pas exposer les raisons pour lesquelles ils sont partis. Parce qu'ils ont adressé de lettres au comité national, de lettres privées, donc je m'écarterai bien d'invoquer les raisons. Mais M. Paul Akanga a fait une interview. Je vous renvoie à son interview, si vous voulez connaître les raisons. Voilà. Mais pour nous, je vous dis, c'est un non-événement. Oui, je vais rebondir sur la question de mon confrère Pat Thomas et sur une partie de votre réponse. Vous avez dit que c'est un problème de conviction et que pour l'APARECO, le combat c'est le Congo. Est-ce que vous pouvez expliciter cela? Quelles sont ces convictions que vous avez par rapport au Congo, pas nécessairement pour lesquelles les autres sont partis parce qu'ils n'en avaient plus, mais donnez-les pour que, à la rigueur, d'autres viennent vous rejoindre. Vous parlez de mes convictions personnelles? Non, vous avez dit, ceux qui sont partis, c'est un problème de conviction, il y en a qui viennent sans conviction. Autrement dit, vous qui êtes restés, vous avez des convictions. Et j'aimerais que vous alliez un peu plus en détail par rapport à ces convictions. Et puis, le lien par rapport pour le Congo. Non, mais je disais, je voudrais m'expliquer sur cette question parce que j'ai l'impression probablement qu'on ne s'est pas compris. Oui. Je disais que pour faire la politique, il faut avoir de convictions fortes. Il faut avoir fait un exercice personnel sur soi-même pour
Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Pourquoi je vais faire la politique? Qu'est-ce que je peux apporter au Congo? C'est ça d'avoir les convictions fortes. On ne fait pas la... Chez nous, généralement, les gens font la politique par opportunisme. Parce qu'on a des ambitions, parce qu'on a envie de s'enrichir, parce que voilà. C'est cela les convictions. Donc par rapport à la PARECO, je disais que ceux qui sont partis, ça participait de la vie normale du mouvement politique. Vous savez le nombre de gens qui ont quitté les autres formations politiques au Congo? Pourquoi ça doit être extraordinaire pour la PARECO? Même ici en Europe, c'est un fait banal. Le plus important, c'est que le mouvement maintient son cap par rapport à notre idéal, par rapport à notre combat, par rapport à ce que nous voulons faire du Congo. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer à partir de que le chemin est trop difficile, même pour la PARECO, qui, quelque part, il faut quand même le dire, lorsque vous êtes arrivé sur le champ politique de la RDC, je rappelle que le jour de la sortie officielle de la PARECO en 2005 à Paris, j'étais présent justement pour écouter celui qui avait écrit le livre qui, quelque part, a été reconnu comme un livre d'excellence sur la situation dans les Grands Lacs en RDC, dont d'ailleurs les conclusions corroborent la plupart des faits qui ont lieu aujourd'hui. Et donc on se dit, à partir même de ces promesses-là de l'époque, on se disait, dans quelques années, la PARECO sera au pouvoir à Kinshasa. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ces départs, est-ce que ça montre que le chemin est trop compliqué peut-être pour vous? Non, mais le chemin n'est pas compliqué pour la PARECO. Le chemin est compliqué pour la République démocratique du Congo. Si vous connaissez la situation politique, militaire, sécuritaire de la République démocratique du Congo, vous êtes congolais, vous devez vous poser des questions. La PARECO peut disparaître. Est-ce que le problème du Congo sera résolu? Qui pourra le résoudre? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Voyez-vous, le choix de la PARECO n'est pas un choix facile. Hein. Le choix que M. Moïse a choisi, ce n'est pas un choix facile. On pouvait faire comme tout le monde. Faire semblant comme tout le monde, comme si tout allait pour le mieux au Congo. Rentrer au Congo. Participer à ces semblants de démocratie, cette démocratie de façade. Accepter que le pays soit humilié, martyrisé, que le pays soit dominé sous la coupe de Rwandais. Nous pouvons le faire. Accepter de reconnaître Joseph Kabila, nous pouvons le faire. Non, le choix n'est pas un peu difficile. D'autant plus si vous connaissez la situation générale géopolitique, la situation politique dans son ensemble, internationale. Vous comprenez que le jeu de la PARECO n'est pas facile. Les marches sont étroites, mais nous sommes déterminés parce que c'est notre pays. Voyez-vous? Donc, le choix de la PARECO, ce n'est pas un choix facile. Donc, ceux qui viennent à la PARECO doivent comprendre que la lutte est longue. Nous n'avons jamais dit, la PARECO n'a jamais dit que ce serait facile. Mais nous sommes confiants parce que nous sommes déterminés. C'est ça la différence. Bien, est-ce qu'on peut dresser un bilan assez rapide entre le jour où la PARECO est née et aujourd'hui? Le bilan est largement positif pour nous. Vous savez, il y a des acquis maintenant par rapport sur notre combat. Le premier acquis, c'est que le peuple congolais a pris conscience de la situation réelle de notre pays. Aujourd'hui, personne ne peut douter de la domination de certains pays voisins sur le Congo. Aujourd'hui, personne ne peut douter que notre pays est infiltré. Aujourd'hui, personne ne peut douter qu'il y a une présence militaire rwandaise dans notre pays. C'est un acquis. Le deuxième acquis, aujourd'hui, personne ne doute que tout ce qui se passe au Congo n'est que mascarade. Il faut changer de choses. Donc, sur ce point, sur le plan de l'éveil des consciences, vraiment, nous sommes satisfaits. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, les gens ont
accepter notre discours politique. Voyez-vous, même certains partenaires, certains pays extérieurs, il était difficile de faire passer ces messages. On nous traitait de tous les noms d'oiseaux, de xénophobes, de racistes. Pourquoi vous êtes le seul? Et finalement, à force de diplomatie secrète, à force d'explications, à force qu'on a amené de preuves, les éléments probants, etc., ils ont fini par accepter cette réalité. Timidement, certes, mais ça avance. Donc, nous pensons que le bilan est positif. Il reste l'objectif final, la libération du Congo. Nous parcourons ces chemins. Et on voit déjà l'objectif, la libération. On voit où l'on est, la prise de conscience et la prochaine étape. Monsieur le journaliste Fita, mais je regrette ce genre de questions. Parce que le Congo n'est pas la propriété privée de la Pareco, n'est pas un bien de la Pareco. Le Congo appartient à tous les Congolais. Il faut que chaque Congolais se pose la question, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que j'apporte pour que mon pays soit un pays digne, respecté? Qu'est-ce que moi, Congolais, je fais pour que mon pays soit développé économiquement? Qu'est-ce que j'apporte? C'est ça la véritable question. Donc ne laissez pas cette responsabilité uniquement à la Pareco. La Pareco fait son bout de chemin, il fait sa part de travail, et les autres doivent aussi le faire. C'est quand même la responsabilité des organisations politiques qui émettent des avis, mais aussi déterminent, ou plutôt disent en tout cas à la population, nous allions faire ceci et cela. Et dans ce cadre-là, à votre réunion de Bobigny, c'était au mois de juin, vous fêtiez votre 8e anniversaire, si je ne me trompe, vous aviez dit que nous avons donné des moyens à des militaires à Kinshasa. Ces moyens ont été détournés. C'est presque mot pour mot ce que vous aviez dit lors de cette rencontre-là. Ce qui veut dire que vous essayez peut-être d'influer sur le terrain, mais ça ne marche pas. Et c'est la responsabilité des organisations politiques. La population doit agir. Moi, M. Fita, nous devons agir. Mais les politiques prennent l'engagement d'agir et de produire des résultats. Où sont les résultats? Mais, probants sur le terrain. Mais vous savez, c'est toujours cette même question qui revient chez les Congolais. Ce n'est pas vous que je vise, mais les Congolais, ils aiment bien disserter, discuter, tourner autour du pot. Mais ils sont là attentistes, parce que c'est la Pareco qui a dit, on attend. Et qu'est-ce que vous avez fait? Où sont les résultats? Non. Vous savez, je ne vais pas traîner sur cette question. Ce n'est pas ici que je vais dire à quel niveau nous sommes arrivés. Mais je vous ai dit, je le répète, je l'ai dit avec force, nous continuons notre chemin. Nous continuons notre chemin. Nous avons un objectif à atteindre. Nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Il y a des aléas, il y a des imprévus, il y a le comportement des Congolais. Vous savez, les Congolais vous trahissent pour un sou. Hein? Vous connaissez les Congolais. Ils vous trahissent pour un sou. Vous voyez ceux qui sont partis aux concertations? Ils sont partis pourquoi? Parce qu'on avait promis de perdre. Les Congolais, c'est comme cela. Donc voilà, on fait avec. On fait avec. La première difficulté que nous avons, c'est les Congolais. Le premier ennemi du Congo, c'est les Congolais. Vous devez le savoir. Voilà, mais on fait avec. Oui, une sous-question par rapport à cela. En fait, c'était ça ma question. Vous êtes une organisation politique. Vous êtes une lumière. Et donc, vous devez éclairer, guider pour que les gens viennent. Et vous savez que le Congolais est comme cela. Ce sont ces Congolais-là que vous devez libérer. Et comment? En fait, la question revient toujours d'une autre façon. Vous ne pouvez pas vouloir libérer les Congolais en les laissant tels qu'ils sont. Non, monsieur le journaliste. La libération du Congo, ça veut dire tout simplement il faut chasser Kabila, renverser le régime en place.
parce que ce régime est illégal. Voilà. Et puis faire en sorte de se mettre debout pour faire comprendre à certains pays voisins, 2 pays voisins principalement, l'Ouganda et le Rwanda, que les choses ne peuvent plus continuer dans ce sens-là. C'est ça, libérer le Congo. Voilà. Donc, et ça va de notre responsabilité, mais ça va aussi de la responsabilité des Congolais en général. Vous savez, en France, on peut s'inspirer des histoires d'autres nations. En France, De Gaulle avait fait un appel pour que les Français se mettent debout contre les Boches, contre les nazis. Et le peuple français s'est élevé. Voilà. Mais chez nous, vous avez des gens qui pensent qu'ils sont démocrates, ils sont républicains, ils acceptent tout ce qui se passe, ils sont dans un état d'esprit de capitulation, ils acceptent l'asservissement du Congo. Qu'est-ce que vous voulez? Cette population qui est complètement désorientée, lorsque nous disons que le pays est occupé, les autres disent non, c'est de la mauvaise gouvernance. Lorsque nous disons que les Rwandais sont sur notre sol, les autres parlent de concertation. M. Fita, 2 hauts responsables militaires rwandais, ex-militaires rwandais, l'ex-chef d'état-major rwandais et l'ex-chef de service de sécurité du Rwanda ont fait des déclarations, on ne peut plus dire claires, sur le rébellion, sur la nationalité des gens qui ont dirigé les rébellions. Disant que ce sont des Rwandais et les différentes rébellions, ce sont des succursales du Rwanda. Qu'est-ce que les hommes politiques congolais ont fait? Vous les avez entendus parler au Congo, à Kinshasa? En tout cas, le pouvoir semble réagir, en ce sens que le pouvoir de Kinshasa semble créer toujours une dynamique. Nous savons qu'en 2016, ce devrait être la fin, en tout cas de la présidence de Kabila, la présidence de fait de Kabila en RDC, mais on a l'impression que le pouvoir essaie, par des moyens peut-être détournés, de percer cette fin-là. Vous avez parlé des concertations, qui sont une occasion, en tout cas pour le pouvoir en place, de rassembler un certain nombre de personnes pour voir dans quelle mesure on peut déplacer ce cadre-là de 2005. Quelles sont les dynamiques que l'APARECO met en œuvre, dynamiques politiques, ça peut être des relations avec d'autres partis, d'autres mouvements, ainsi de suite, à côté de son action, je dirais, en général, vous parlez de vos réseaux sur place, d'informations. On sait que, bon, ces réseaux sont peut-être importants, mais en tout cas, il y a des informations que vous donnez de temps en temps. Mais sur le plan politique, quelle peut être la voie que vous pourrez prendre ou que vous pouvez proposer aux autres organisations politiques? La voie politique. La voie politique, c'est ce qui se passe au Congo. Ils ont participé aux élections en 2006. Ils ont fait les élections en 2011. Ils sont maintenant en train de faire leur histoire de concertation. Certains se préparent pour les élections prochaines. C'est ça la voie politique. Ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Croyez-moi. Nous avons été sollicités au plus haut niveau, et par l'intermédiaire même de certains chefs d'État africains, pour participer à cette histoire. Nous avons décliné cette offre. Non, ce n'est pas notre voie. C'est de la mascarade, tout ça. Les gens ne sont pas responsables. Je n'arrive pas à m'expliquer ce comportement de la classe politique congolaise. L'inconscience, l'insouciance, l'irresponsabilité. Les gens n'aiment pas ces pays, mon frère. Tout est clair, hein, à ce que je sache. À moins de penser que nous sommes des menteurs. Je vous disais tout à l'heure, quel est l'état de la situation réelle au Congo? Je vous parle de l'Est. Ils y vont pour quoi faire? Voyez-vous, non, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Et quant à nos contacts avec certains partis politiques, je ne voudrais pas exposer
ceux avec lesquels nous sommes en discussion constante ici. Et sachez très bien que beaucoup de gens viennent vers nous pour nous dire que nous avons raison et qu'ils veulent vraiment nous rejoindre dans cette dynamique. Mais le problème chez le Congolais vous dit A le matin, et le soir il peut penser autre chose et faire autre chose. C'est ça, c'est ce qui est dommage. Oui, monsieur Ngala, je vais rebondir sur l'affaire des élections. Ce n'est pas votre logique, mais je reste sur ma faim. Parce que votre logique, il faut davantage l'expliciter, mais en même temps, ceux avec qui, parce que s'il faut changer le Congo, et vous restez sur le constat que le Congolais est tel qu'il est, mais je suis obligé de dire qu'il vous revient à vous, en tant que force politique, au préalable de changer ce Congolais-là. Non, parce que si vous dites que vous ne pouvez pas isoler comme il est, on n'avance pas. Il ne s'agit pas. Il faut avoir à l'esprit des étapes. La première étape, c'est la libération du Congo. Je vous ai donné l'exemple de la France qui était occupée par les nazis. De Gaulle a organisé la résistance et la France a été libérée. C'est la première étape. La deuxième étape, ça sera sur l'homme congolais. Quel est le programme politique que l'APARECO mettra sur place pour que l'homme congolais change fondamentalement. Ça, c'est après. Maintenant, nous nous battons pour libérer notre pays. Ça passe par le renversement de ce pouvoir de Kinshasa. Ok, voilà. J'ai bien compris. Et vous renversez comment? Ah, mais écoutez, monsieur Fika. Oui, les auditeurs qui nous suivent, ils aimeraient bien savoir pour pouvoir adhérer davantage. Ou vous les mettez de côté, vous prenez le pouvoir et puis vous leur dites de venir. Je vous dis, ce régime doit être renversé. Ok. Quelles sont vos relations avec M. Tshisekedi aujourd'hui? M. Tshisekedi, c'est un Congolais. Nous n'avons aucun problème avec lui. Nous respectons M. Tshisekedi. Nous respectons l'UDPS. Ils ont fait leur choix, leur parcours. Nous avons le nôtre, nous avons fait notre choix. Nos chemins sont parallèles. Voilà. Sans plus. Mais en même temps, ce que nous disons, nous demandons aussi la réciprocité. Autant nous respectons M. Tshisekedi et les DPS, autant nous attendons aussi qu'on respecte notre chef et l'appareil. Il y a des problèmes là-dessus? Oui, enfin, je ne sais pas si c'est un problème parce que je venais de suivre une déclaration de Félix Tshisekedi mettant en cause le président de l'APARECO, comme quoi notre président serait à la base d'une campagne de dénigrement de Tshisekedi sur l'affaire de l'assassinat de Lumumba. C'est vraiment surprenant et étonnant. Je me demande d'où il sort ce genre d'affirmation. À ce que je sache, la famille Lumumba n'a pas besoin de M. Rwanda pour initier une action judiciaire, pour connaître la vérité sur la mort de leur papa. À ce que je sache, ceux qui ont introduit une action au Congo à Kinshasa sur la mort de Lumumba, ce n'est pas les gens de l'APARECO, ce sont les lumumbistes de tous bords. Enfin, voyez-vous, c'est ça, cette façon de faire la politique au Congo. Cette mauvaise façon de faire la politique au Congo. Vous savez, M. Mwanda, je vais vous dire une chose, je vais le dire la première fois. Vous savez, j'étais au Congo en 2006. Et le président Tshisekedi m'avait fait l'honneur de me recevoir en 2007. Sur ma demande, il m'avait reçu sans problème parce qu'il me connaît. Et je le rencontrais pour lui dire, pour lui proposer de réfléchir ensemble avec M. Honoré Wada sur les aspects politiques, diplomatiques et autres
pour chasser cet enfant. Et ce genre de questions, ça se discute en haut. Je suis allé le voir. Et il était intéressant. D'accord. Et on avait pris rendez-vous pour qu'il parle avec Honoré au téléphone. J'avais un téléphone sécurisé. Le jour de rendez-vous, je m'emmenais chez Tshisekedi. Je suis arrivé chez lui. Et je vis l'ancien secrétaire général me détourner, m'amener chez lui pour dire non, laissez tomber, voilà. Quelle conclusion politique? Non, non, je ne tire aucune conclusion politique. Je voudrais dire tout simplement qu'il faut qu'on dépasse cette histoire de gens qui se croient suffisants, qui pensent qu'ils sont suffisants et qu'ils peuvent se permettre tout, et les autres ne peuvent rien dire. Non, ce n'est pas bon. Dans la même déclaration, je l'ai entendu dire que cette histoire de traité de Nice, c'est une histoire montée aussi par l'appareil côte, c'est une histoire vide. Mais je me demande, le dossier il est vide quand? Lorsque discuter, avant la discussion, avant la signature, ou après que nous ayons sorti ces documents, à quel moment le dossier était vide? Si ce dossier était vide, pourquoi le représentant, le conseiller spécial de l'UDPS avait signé en son nom au nom de Tshisekedi? Voilà. Monsieur Ndala, les Congolais qui nous suivent, ils ont hâte comme vous, vraiment hâte que ça change. Et plus le temps passe, plus les gens se découragent. Et j'ai posé la question concrètement, quelle action peut faire en sorte qu'il se rassure que tiens, nous pouvons non seulement adhérer à la PARECO, mais nous sommes sur la bonne voie pour que ceux qui dirigent le pays partent et soient chassés, ou c'est inséparable. Monsieur Fita, vous revenez sur une question? Oui, je reviens dessus parce que je ne suis pas satisfait. Vous comprenez, je sais que les lecteurs qui suivent m'en voudront de ne pas avoir insisté là-dessus. Mais je vous ai donné une réponse. Je vous ai dit que ce pouvoir doit être renversé. Je suis clair. Ça va, c'est clair, c'est-à-dire même militairement. C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis, c'est moi qui demande. Oui, parce que déjà, nous on est là pour poser des questions que les gens se posent, et c'est pour ça que nous vous les posons. Et sans être indiscret, vous pensez avoir réuni suffisamment de moyens pour que assez vite ça change? Je ne réponds pas à cette question. Bien. Monsieur Ndala, votre parti semble disséminé hors de la RDC. Vous avez des représentations dans divers pays ici en Europe. C'est pour cela que je posais la question au début de la santé physique de l'organisation en termes de ralliement, en termes de membres, en termes sur le plan organisationnel de la PARECO. Maintenant qu'on s'achemine, il me semble bien que les concertations risquent de ne pas produire quelque chose d'extraordinaire, mais ça a été quand même un moment de la politique congolaise. La suite, c'est quoi par rapport à la PARECO? Encore une fois, c'est le souci de voir une proposition politique pour ceux qui ne sont pas avec vous, de peut-être vous rallier ou en tout cas de constituer quelque chose qui puisse peser. Parce que si vous nous dites, on ne va pas vous dire ce qu'on est en train de faire, on n'avance pas, hein, monsieur Dam. Mais la proposition politique, nous avons fait une proposition politique. C'est laquelle? De ne pas donner crédit à ces gamins. C'est un posteur qui nous dirige. Vous parlez de... Je suis clair. Deux, nous avons dit, mobilisons nos forces militaires, les hommes et d'autres. Trois,
nous avons dit, peuple congolais, levez-vous. 4, nous avons dit, mettons-nous ensemble, toutes tendances confondues, pour sauver la République. On n'a jamais cessé de le répéter. Oui, monsieur Ndala, je pense que c'est assez clair. Donc, mobiliser, que le peuple se lève. Et une fois que ça change, je suis très optimiste. Je sais que ça va changer, que ça change. Et à ce moment-là, une transition où quel serait encore l'État? Ça peut changer dans 2 mois. Vous avez le pouvoir. Mais vous savez, nous souffrons d'une mégestion de 32 ans du mobilisme. Nous souffrons d'une mauvaise gestion de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Toute cette mégestion a eu une conséquence importante, la disparition de l'État. Nous sommes incapables d'assurer la défense de notre pays, de contrôler nos frontières. Nous sommes incapables de connaître notre population et les étrangers qui s'y trouvent. Nous sommes incapables de construire quoi que ce soit parce qu'il y a absence de l'administration publique. Je vous dis, à moins de ne pas être conscient, il faut reconstruire ce pays sur ses fondamentaux, sur les fondamentaux. Et ça demandera un consensus national important. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas un fruit du hasard. Le Rwanda, la vérité hégémonique du Rwandais et des Ougandais sur la RDC, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas effacer notre histoire récente en pensant que demain nous allons nous enfoncer avec ses voisins comme si tout allait pour le mieux, ou oublier ce qui se passe maintenant. Voyez-vous? Donc il y aura un temps de construction de l'État. Nous n'allons pas tout faire en même temps. Les besoins sont énormes. Les choix seront difficiles. Mais je pense qu'avec une bonne explication, avec une bonne adhésion de la population, parce qu'il faudrait expliquer pourquoi nous allons vers ce chemin, pourquoi nous faisons tel choix et pas tel choix. Pour reconstruire notre pays, il faut que le Congo retrouve sa vocation. Voilà. Monsieur Ndala, vous parlez de la reconstruction du Congo. Très rarement, on a entendu de la PARECO sa vision économique de la RDC. Nous savons que notre pays est l'un des plus riches potentiellement du monde, mais c'est peut-être le pays le plus pauvre, en tout cas en termes de revenus de la population. Pourtant, les cours aujourd'hui des matières premières sont extrêmement hauts. Donc les rentrées, normalement, en devises à la RDC, il y en a 2 trop. La population meurt chaque jour. Quel est votre plan? Parce que vous n'en parlez pas souvent pour sortir la RDC de ce marasme économique. Mais je venais de vous dire le préalable. Vous ne pouvez pas construire un plan économique sans mettre sur place, sur pied, le préalable. Il n'y a point de développement sans État. Il faut reconstruire l'État. Reconstruire l'État dans toutes ses missions régaliennes. Reconstruire l'État comme étant un opérateur aussi économique. Reconstruire l'État
dans une vision de développement économique. Il faut que le budget de l'État demain soit un budget de développement. Vous savez, jusqu'à présent, ce qui s'est passé dans le pays, vous verrez dans notre budget, c'est le poste président, beaucoup d'argent, le poste prestige, beaucoup d'argent. Et contrairement à ce que vous venez de dire, c'est vrai que nous allons nous appuyer sur nos minerais aussi pour impulser, amorcer une croissance, un développement du pays. Mais nous n'allons pas viser rien que sur cela. La meilleure richesse au monde, c'est la matière grise. Nous sommes convaincus qu'il faudrait changer les données au Congo et mettre l'accent sur l'éducation. L'économie de rente, nous n'en voulons plus. Il faut que le Congolais soit capable de concevoir, de produire. C'est ça la richesse de demain. Alors concrètement, je vous dis concrètement comment nous allons nous prendre. Ce n'est pas même ici, avec le peu de temps que nous avons, que je peux rentrer en détail. Mais je vais vous dire que nous ciblerons nos minerais stratégiques sur lesquels nous allons asseoir, parce que le Congo n'a pas de capitaux. Nous avons besoin d'argent. Donc, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, vous devez savoir, le pays est totalement, je dirais, il n'y a pas d'articulation dans notre pays. Il n'y a pas une interdépendance entre les provinces. Nous sommes dans une économie extravertie. On produit, on prend à Lubumbashi, on amène, on vend, c'est tout. Donc l'infrastructure, c'est un élément important sur lequel nous allons nous baser. Développer l'infrastructure de dessert agricole, développer un programme de développement agricole. Les 5 chantiers? Non, ce n'est pas les 5 chantiers. Il ne faut pas. Vous savez, non, il ne faut pas, lorsqu'on parle de notre pays, nous amener dans cette caricature de gens qui sont au pouvoir. Vous êtes assez sérieux pour voir que le pays ne va pas. Donc, parlons sérieusement de notre pays. Je vous dis, nous allons puiser, nous regardons ce qui se passe ailleurs, les expériences, de bonnes expériences d'autres pays. On fait tout simplement un constat de notre pays. Nous n'avons pas l'infrastructure, mais le choix dans l'infrastructure sera différent. Les priorités seront différentes. Nous n'avons pas besoin d'autoroute. Nous allons dire nous n'avons pas besoin d'autoroute. Il y a le route des déserts agricoles qu'il faut développer. L'agriculture, il faut développer. Comment le faire? Dans quel timing? Tout cela, nous allons le dire au moment opportun. Mais sachez que la PARECO a un programme précis sur ce plan de développement économique. Bon, je ne sais pas si mon confrère a des éléments. Moi, j'avais plutôt une question d'atterrissage. Peut-être un élément, oui, ça me conduit de toute façon sur l'atterrissage. Il y a un monsieur qui, vous étiez quand même assez proche, qui est parti. Moi, j'ai assisté à une réunion ici à l'hôtel, à la Maison Blanche à Bruxelles, organisée par la PARECO. Dans cette réunion-là, dans ce rassemblement-là, Coutinho était là. Et juste après, quelques jours, il est parti au Congo et on l'a arrêté. Que pensez-vous de Coutinho aujourd'hui, sa situation? Il est très malade. Il a aussi été arrêté parce qu'il prenait des positions de révolutionnaires proches de la PARECO. Il a aussi été arrêté. Soyez explicite. Non, je voudrais tout simplement relever ici une personnalité plutôt qui se définit comme une personnalité de Dieu, mais aussi révolutionnaire, qui se trouve en prison, dont la santé est difficile. Juste une petite évocation. Oui, je compatis, je présente mes sympathies à son épouse, à ses enfants, à ses fidèles. C'est une situation triste, ça démontre la nature du pouvoir en place.
ça démontre que ceux qui croient à une démocratie se trompent parce que le fait nous prouve le contraire. Ce serviteur de Dieu a été condamné injustement par la cupidité, à cause de la cupidité de certains serviteurs de Dieu. Vous voyez à quel niveau l'homme congolais est arrivé. Je ne peux que lui souhaiter du fond du cœur vraiment de bonnes choses. Et j'espère qu'il s'en sortira et que la situation de sa santé va s'améliorer. Une autre personnalité importante, surtout pour les gens de Bruxelles, pas uniquement, c'est M. Armand Tungulu, dont en tout cas il y aura une messe demain ici à Bruxelles. Demain c'est le 6 octobre. Armand Tungulu, en tout cas c'est un deuil ici à Bruxelles. Est-ce que vous avez aussi une pensée pour ce révolutionnaire aussi, Armand Tungulu? Je n'ai jamais, l'appareil n'a jamais cessé de penser à Armand Tungulu. Chaque fois lorsque l'occasion m'est présentée, je parle de lui. Je ne peux que m'incliner sur son acte. Il a été extraordinaire. C'est quelqu'un qui a marqué ma mémoire, et je pense la mémoire de la Parico. Je présente aussi mes sympathies à son épouse, à ses enfants. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que la Parico n'oubliera pas. On n'a jamais cessé de le dire, tous les martyrs. Parce que beaucoup de gens sont morts. Il y a encore de gens qui meurent encore aujourd'hui pour ce combat de libération. Donc nous n'oublierons personne. Moi, ma question, en fait, c'est la toute dernière, je pense. Quel message avez-vous pour les Congolais qui vivent à l'étranger, qui sont une force incontournable? Et quel message vous avez pour les millions de compatriotes qui vivent au Congo, qui vivent dans leur chair et dans leur être toute cette misère que nous décrivons? Et aussi, quel message vous avez vis-à-vis des hommes politiques qui ne sont pas de la Parico? Mais à nos compatriotes qui sont de la diaspora, je voudrais leur demander, leur adresser un message de responsabilité. Je suis parfois étonné de constater l'indifférence. Je n'ai jamais compris pourquoi, lorsque on appelle à manifester, par exemple, il y a peu de Congolais qui sortent. Alors que ici, je pense que nous sommes contents, chacun de nous est content du confort, de moyens, de la vie de manière générale. Mais lorsqu'on appelle pour le Congo, quelque chose pour le problème de l'Est, le viol de femmes, le problème politique, peu importe le sujet, il y a peu de gens qui viennent. Savez-vous le nombre de Congolais ici en Belgique, par exemple? Oui, c'est autour de 100 000. 100 000. Et observez dans les manifestations, c'est rare qu'ils dépassent 50. Voilà. Non, il faut aimer son pays. Je demande à ces Congolais, parce ici, nous sommes dans un pays démocratique. Donc les gens ne peuvent pas avoir peur de manifester. Les gens doivent aimer le Congo, participer à tout ce qui se passe au Congo. Voilà, c'est un message de responsabilité. Pour nos compatriotes qui sont au Congo, je leur dis, vous savez, ils doivent dépasser la peur. Ils doivent comprendre que sans sacrifice, sans combat, rien n'est possible. Ils doivent se battre pour leurs droits. Et le premier droit, c'est un droit de liberté. Refuser d'être esclave.
Et là, nous sommes partis. Il y a un petit pays à côté qui, depuis 17 ans, martyrise le Congo. Nos hommes les Congolais sont violentés, massacrés, décapités, brûlés vifs, enterrés vivants. Voilà. Les Congolais de partout doivent se sentir concernés par ce qui se passe à l'Est. Aux hommes politiques congolais, excusez-moi, je n'ai aucun message. Parce qu'il n'y a pas plus médiocre que la classe politique congolaise. Je n'ai aucun message particulier. Chacun a son âme de conscience, qu'il fasse ce que son cœur et son esprit lui commandent de le faire. Voilà, chers téléspectateurs, c'est avec ces mots terribles. On aurait pu continuer, parce que M. Ndala vient de dire que le personnel politique de la RDC est médiocre. Mais comment sauver ce pays si le personnel politique est si médiocre? Voilà, c'est sur cette question que nous allons nous séparer. Merci beaucoup à M. Cheikh Fita qui a accepté de conduire cet échange avec moi, Pat Thomas, et merci à M. Ndala qui, avec son organisation, ils sont là derrière, c'est eux qui ont mis tout ceci en place. Merci encore, M. Ndala. Je vous remercie.